Allez, c'est parti. On croise des objets en 3 dimensions littéralement tous les jours, mais on prend rarement le temps de penser aux règles mathématiques cachées qui dictent leurs proportions. Ce décryptage nous offre une occasion géniale de décomposer les structures géométriques pour comprendre les lois qui les régissent. On va décortiquer comment de simples coupes créent de nouvelles formes et surtout comment les mathématiques gardent une cohérence parfaite à travers tout ça. C'est un peu comme un grand puzzle spatial où chaque ligne et chaque volume est lié par des règles immuables. Alors, pour se mettre dans le bain, imaginons un instant un objet super familier. Ça peut être un volcan imposant ou même juste un abat-jour classique. La grande question ici, c'est que se passe-t-il d'un point de vue purement mathématique quand on coupe complètement le sommet d'un cône? Bon, visuellement, la forme est scindée, ça c'est sûr. Mais algébriquement, comment les dimensions du morceau restant sont-elles connectées à la forme d'origine? C'est pas juste une coupure au hasard, c'est un événement mathématique ultra précis et on va voir exactement comment les proportions survivent à cette amputation géométrique. Première étape de notre analyse, la section du cône. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut vraiment visualiser la transformation physique. Sur cette illustration, on a le cône initial complet en haut à gauche. La ligne pointillée rouge représente notre action clé, une coupe parfaitement parallèle à la base circulaire. Une fois cette coupe faite, le résultat sur la droite est double. En haut, on récupère un nouveau cône plus petit, qu'on appelle logiquement le cône réduit, et en bas, la partie qui reste ancrée au sol forme ce qu'on appelle un tronc de cône. Visuellement, c'est hyper clair. Mais le vrai coup de génie, c'est que ces deux nouveaux morceaux ne sont pas du tout isolés. Ils restent intimement liés au cône de départ par des rapports proportionnels très stricts. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le fameux coefficient de réduction. Eh oui, derrière cette coupe physique, il y a une règle mathématique prévisible et implacable. Et c'est basé sur un grand classique qu'on connaît tous, le théorème de Thalès. Comme le plan de coupe est strictement parallèle à la base, les triangles formés par la hauteur et le rayon sont proportionnels. En gros, si on prend la nouvelle hauteur, qu'on va appeler h', et qu'on la divise par la hauteur initiale h, on tombe sur une valeur constante. Pareil si on divise le nouveau rayon r' par le rayon initial r. Ce rapport invariable, c'est la fameuse constante k, ou le coefficient de réduction. C'est carrément l'ADN de notre nouvelle forme. Tant que la coupe reste parallèle, ce k dicte absolument tout. Passons à la mise à l'échelle. Comment ça marche des aires au volume? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Comment ce simple petit coefficient k grandit-il quand on passe aux surfaces et au volume? Jetons un œil. Pour les dimensions en une dimension, la 1D comme la hauteur, le multiplicateur c'est juste k. La nouvelle hauteur, c'est k fois l'ancienne, tout simplement. Mais quand on passe aux aires, en 2D, le multiplicateur devient exponentiel, ça devient k au carré. L'aire réduite, c'est l'aire initiale fois k au carré. Et pour le volume en 3D, eh bien le multiplicateur passe à k au cube. Le nouveau volume, c'est k cube multiplié par le volume de départ. C'est une progression hyper logique. K, k carré, k cube. Ça montre parfaitement et mathématiquement comment l'espace s'étend. Quatrième étape, le volume du tronc de cône. Bon, maintenant, comment on trouve le volume de la partie du bas, le fameux tronc de cône? Pas de panique, il n'y a pas de nouvelle formule monstrueuse à apprendre par cœur. C'est juste un petit puzzle de soustraction très logique. Étape 1, le volume du tronc, c'est tout bêtement le volume du grand cône de base, moins le volume du petit cône du haut qu'on a enlevé. Donc, volume initial, VI, moins volume réduit, VR. Étape 2, on utilise notre règle du k au cube qu'on vient juste de voir. On sait que VR, c'est k au cube fois VI, on remplace et on obtient VI moins k au cube VI. Étape 3, on factorise. Et là, ça se simplifie avec une élégance folle pour donner 1 moins k au cube, le tout multiplié par le volume initial. C'est brillant, non? Une déduction purement logique qui aboutit à une formule redoutablement efficace. Et pour finir, voyons comment tout ça s'étend aux pyramides. On est en droit de se demander si ces superbes règles algébriques marchent seulement pour les cônes ou si on peut les généraliser. Faisons une petite comparaison rapide. Un cône a une base bien circulaire et une surface lisse qui monte vers le sommet. Une pyramide, elle, a une base polygonale, qu'elle soit carrée ou triangulaire, et des faces plates qui se rejoignent en haut. Structurellement et visuellement, c'est un monde de différence. Et pourtant, la conclusion de notre source est bluffante. Même si les bases n'ont rien à voir, l'action physique de couper la pyramide parallèlement à sa base donne un résultat structurellement identique. On a notre pyramide réduite en haut et notre tronc de pyramide en bas. Et le plus fou, c'est que toute la logique mathématique, absolument tous nos fameux principes de k pour la 1D, k carré pour la 2D, k cube pour la 3D, s'appliquent avec la même perfection à la pyramide. Les lois d'échelle se moquent éperdument de la forme de la base. Tout ça nous laisse sur une réflexion assez géniale. Si ces principes géométriques basiques qui dictent la coupe des cônes et des pyramides avec ce facteur k sont si universels, comment ces mêmes lois de mise à l'échelle influencent-elles la conception des immenses structures en 3D dans l'architecture et l'ingénierie moderne qui nous entourent? En fin de compte, comprendre l'espace à toute petite échelle, sur un bout de papier, c'est déjà avoir les clés pour concevoir le monde à grande échelle.
Et voilà une pensée fascinante pour clôturer ce décryptage aujourd'hui.